Bonjour à tous, content de vous retrouver, nous sommes le jeudi 28 juillet 2022. Aujourd'hui on va se concentrer sur les altcoins même si on va jeter un œil rapidement au Bitcoin et au SP500. Et je vais faire un essai avec quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude. Avant l'introduction, on va regarder quelques news, non pas qui concernent les crypto-monnaies en particulier, même si c'est toujours lié et forcément on va en parler, mais plutôt les news qui concernent la blockchain. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant puisqu'on a des informations qui ne sont pas spécialement là pour nous aider à spéculer sur le prix d'un actif ou d'un autre, mais ça va nous permettre au contraire de comprendre un peu mieux la technologie associée aux crypto-monnaies de façon générale. Alors je débute avec une news qui concerne la blockchain Cronos, donc avec le token CRO qui est associé de la plateforme crypto.com. Et c'est la première blockchain, donc Ethereum Virtual Machine compatible, qui a été construite sur... donc c'est une blockchain layer 1, c'est-à-dire qu'elle a son propre système de consensus, elle a son propre système de validation. Voilà, c'est vraiment un layer 1 et ça a été construit grâce aux outils proposés par l'écosystème de Cosmos. Donc la crypto-monnaie associée à Cosmos, c'est Atom. Et donc cet écosystème, cet environnement s'appelle Cosmos SDK et c'est là-dessus, c'est grâce à ces outils que Cronos a été conçu. Alors c'est pas une news qui va nous apprendre grand chose sur la blockchain, mais malgré tout c'est vraiment intéressant quand même. Alors la fondation Cronos Lab en fait ont prévu sur un programme de 10 semaines tout simplement de faire grandir certains projets de l'écosystème qu'ils ont sélectionnés pour faire partie justement de l'écosystème de Cronos avec une aide de 100 millions de dollars. Alors ils expliquent que c'est par année. Je suppose donc que ça va durer plusieurs années et il y aura 3 à 4 sessions par année avec des sélections de projets. Alors qui concernent ici, on le voit, les projets qui ont été sélectionnés pour cette fois-ci. Alors il y a pas mal de dApps, d'applications sur le gaming, donc sur le Web3, qui a priori est l'avenir. On essaye de tendre vers des applications Web3. Ils ont également sélectionné des applications d'infrastructure d'analyse. Vous pouvez jeter un œil par exemple à BubbleMap ou à Meshlink. Et puis il y a des applications sur la DeFi, de SocialFi également. Si vous ne savez pas ce que c'est, il suffit tout simplement que vous tapiez leur nom sur Google et puis vous allez voir directement ce que c'est et ce que ça représente. Par exemple, moi je me suis amusé à aller sur BubbleMaps. Si vous cliquez par exemple ici sur Uniswap, vous allez avoir des bulles en fait, d'où le nom de l'application que vous pouvez bouger d'ailleurs sans aucune réelle utilité. Donc on voit que c'est un site d'analyse ici. On a les différents cercles qui représentent les dominances sur le protocole d'Uniswap. Je ne connais pas exactement son fonctionnement et de quoi il s'agit comme données puisque je l'ai découvert tout à l'heure. J'ai remarqué que je pouvais cliquer sur les cercles ici, je pouvais les faire apparaître, disparaître. On a les 4 premiers qui sont directement liés à Uniswap, j'ai l'impression. Après derrière on a vraiment des adresses de wallet. Si on clique dessus, vous voyez, donc sur les différents cercles, on a ça en haut à gauche, et vous avez ici l'adresse qui s'affiche. Vous pouvez ensuite cliquer dessus sur l'adresse et ça vous amène sur Etherscan. Et on tombe ici du coup sur un wallet qui possède, une adresse, regardez, qui est celle-ci, l'adresse publique, qui possède 24 679 000 unis. Donc à mon avis, il a une importance phénoménale ce wallet forcément dans la gouvernance, puisque uni c'est un token de gouvernance qui va permettre de faire des votes pour l'avenir de la plateforme Uniswap. Ça représente ici 205 millions de dollars, voilà approximativement. Ça c'est pour ce wallet-là. Derrière vous avez par exemple celui-ci qui est le 6e, et là on peut cliquer, donc on passe de 2,46 à 1,79 et là on voit qu'il y a 149 millions. Donc vous voyez c'est bien par ordre de puissance, en tout cas par ordre de possession de tokens unis. Donc on voit bien que cette plateforme qui permet d'analyser certaines données par bulle semble assez intéressante. Vous voyez qu'il y a beaucoup de réseaux qui sont ici. Vous avez également la possibilité, donc là je suis sur les protocoles qui sont liés, les 10 apps qui sont liés à Ether, comme Axie Infinity, OneInch Sandbox, etc. Mais vous avez la possibilité d'aller sur la Binance Smart Chain et donc vous avez les protocoles qui sont liés à la Binance Smart Chain. Cette fois-ci, vous aurez probablement le même genre de données. Voilà, donc j'en ai fini pour cette news qui concerne Cronos. Vous avez également le site de Cronos Lab si vous voulez jeter un œil directement sur le site de la fondation où ils expliquent un peu plus en détail et sûrement beaucoup mieux que moi de quoi il s'agit et ce qu'ils prévoient de faire. Vous avez ici un lien qui vous amène sur Programme et vous allez retrouver probablement le Cronos Accelerator Programme.
celui dont on vient de parler, qui permet de mettre en avant de nombreuses diapps dans le protocole de Chronos. On va enchaîner avec la news suivante qui va être un petit peu plus technique, donc je vais prendre peut-être un peu plus de temps pour l'expliquer, parce que là on va plutôt rentrer dans le sujet de la blockchain et de ce qui s'y passe. Et ça concerne les ZK EVM. Donc on va bien sûr tout d'abord commencer par définir ZK, par définir EVM, et je vais tenter d'expliquer pourquoi c'est important et pourquoi est-ce que ça pourrait faire en sorte que la blockchain soit de plus en plus adoptée, utilisée à l'avenir. Il y a 3 acteurs majeurs qui souhaitent développer des outils qui permettront d'accéder à ce ZK EVM. Il s'agit de Polygon pour commencer, de Matter Labs et de ZK Sync. Donc Polygon bien sûr le plus connu du grand public. Et on va commencer par parler de l'EVM, donc l'Ethereum Virtual Machine. Donc comme son nom l'indique, c'est une machine virtuelle, comme lorsque vous êtes sur Amazon. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé une machine virtuelle, mais grosso modo c'est quelque chose sur lequel vous pouvez interagir, mais qui n'est pas hébergé chez vous. Et effectivement, si tout le monde peut accéder à la même machine virtuelle, et ça permet d'associer un petit peu et de lier tous les intervenants au même endroit. Donc c'est un petit peu le cerveau finalement de tout l'écosystème d'Ethereum. À chaque fois qu'il y a des transactions qui sont effectuées, elles seront stockées là-dessus. Voilà, il y a tout simplement l'intégralité de la blockchain d'Ethereum qui est stockée sur l'EVM. C'est le registre en fait protégé d'Ethereum. Et ce registre se différencie par quelques facteurs à celui du Bitcoin. On va voir un petit peu pourquoi. Parce que là, on est sur un réseau d'infrastructures. On parle d'infrastructures. Pourquoi? Parce que on peut adapter des smart contracts, etc. Et les stocker également sur l'Ethereum Virtual Machine. Alors que sur le Bitcoin, on ne peut pas coder de smart contract. On peut le faire grâce à d'autres couches qui sont mises par-dessus. Et c'est pas directement sur Bitcoin Core, qui est donc l'endroit où le registre du Bitcoin est stocké. En fait, quand je dis que c'est stocké à un endroit, en fait, c'est pas vraiment vrai. On comprend bien que c'est décentralisé et que il y a plein de personnes sur la planète qui ont téléchargé Bitcoin Core et qui stockent en fait le registre entier de la blockchain du Bitcoin sur leur ordinateur. On est sur un système similaire ici au niveau de la blockchain d'Ether. Donc ici, comment ça se passe? Eh bien, en fait, sur cette Ethereum Virtual Machine, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le VM procède à de nombreux calculs. Pourquoi? Parce que en fait, il y a quelque chose qu'on appelle World State qui représente l'état de la blockchain d'Ethereum. Et à chaque fois qu'un nouveau bloc est ajouté sur la blockchain d'Ethereum, le World State, cet état qui est composé c'est un code composé de chiffres et de lettres, va devoir être recalculé par rapport au fait qu'on ait ajouté un bloc. Voilà, tout simplement. Donc c'est tous ces calculs-là qui sont faits, qui vont permettre de recalculer ce nouveau code. À savoir qu'avec ce code, en fait, c'est possible de retrouver toutes les transactions qui ont eu lieu sur Ethereum depuis sa création. Et en plus du mot transaction, on va aussi utiliser le mot interaction. Parce qu'en fait, sur le VM, il y a donc 2 parties. Il y a la partie, tout simplement, où c'est sur MetaMask, vous avez créé un wallet, vous avez vos 24 mots, vos 12 mots, peu importe, vous avez votre adresse, vous pouvez envoyer tout simplement de façon décentralisée des Ethers d'un portefeuille à un autre, etc. Donc ça va vous dire votre balance, et ça va calculer combien vous avez d'argent, et ça va stocker votre adresse sur l'Ethereum Virtual Machine. Derrière, il y a la seconde partie qui est stockée sur l'Ethereum Virtual Machine, qui concerne les smart contracts, les applications décentralisées. Et à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que là, il y a des développeurs qui ont tout simplement codé quelque chose, un smart contract, en Solidity, donc c'est le langage utilisé par Ethereum, tout simplement, pour pouvoir créer une application décentralisée. On va savoir que Ethereum, c'est la norme pour l'instant. L'Ethereum Virtual Machine, c'est la norme. C'est ce que tous les développeurs utilisent. La BNB Chain, par exemple, est également compatible EVM. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que là, quand on est sur la partie smart contract, il y a des transactions et des interactions qui s'effectuent automatiquement. C'est ça en fait qui est expliqué dans cet article. Je vais assez loin en profondeur dans la définition de VM, mais c'est toujours bon, je pense, à savoir. Mais en fait, voilà, ici c'est simple. Quand on a une adresse MetaMask, etc., l'Ethereum Virtual Machine va simplement enregistrer les transactions que vous allez initier. Par exemple, si vous recevez de l'Ether, c'est parce que je vous en envoyé ou que quelqu'un d'autre vous a envoyé de l'Ether. À ce moment-là, eh bien, effectivement, c'est vous qui utilisez votre clé privée pour effectuer la transaction. Et donc, l'Ethereum Virtual Machine va simplement reprendre cet état et l'intégrer dans le bloc. Alors que là, dans les smart contracts, il peut y avoir des interactions qui ne sont pas liées directement à quelqu'un. C'est-à-dire que ça va être codé. La personne qui aura créé le smart contract, elle aura peut-être mis des lignes de code qui vont permettre d'avoir différentes interactions. C'est le cas dans la totalité des applications décentralisées a priori. C'est le principe même d'un smart contract. C'est de pouvoir effectuer certaines actions sans que vous en soyez initiateur, que ce soit tout simplement le code qui définisse les actions qui seront établies. Voilà, donc en même temps, ça permet de définir les smart contracts pour ceux qui n'avaient pas forcément
la connaissance là-dessus. Donc voilà, vous avez compris un peu l'idée. Vous avez ici également un petit schéma qui indique les transactions. Donc il y a un nouveau bloc qui se crée. Ça veut dire que le code, donc le world state, qui représente le code dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc la racine de l'arbre de Merkle. L'arbre de Merkle, finalement, imaginez un arbre avec toutes les transactions du réseau d'Ether qui se développent petit à petit, finalement, de code par code. Je ne sais pas s'il y avait une image de cet arbre ici. Non, malheureusement, non. Mais vous pouvez taper arbre de Merkle si vous voulez comprendre un peu vraiment comment marche finalement ce code dont je parle, qui permet de répertorier toutes les transactions de la blockchain d'Ether. Voilà, donc dès qu'on ajoute un nouveau bloc, on a le world state qui passe d'un état T à un état T+1. Tout ça, c'est logique. On a fini de définir maintenant l'Ethereum Virtual Machine. On va enchaîner avec ce qui est ZK, ça va être beaucoup plus rapide et je vais pouvoir enfin vous parler de cette news. Alors pour les roll-up, alors tout à l'heure j'étais sur un article de CryptoToast pour le VM, et pour ce qui concerne les roll-up, je suis tombé sur un article ici de Journal du Coin. Alors il faut comprendre que c'est une solution déjà, ZK Rollup, qui va permettre d'avoir des transactions à frais beaucoup moins importants et une rapidité beaucoup plus importante. En fait, tout va être mieux que sur le réseau d'Ether. Voilà, ça va être beaucoup plus scalable, beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Donc le ZK Rollup, comment ça marche en fait? Et bien sur l'Ethereum Virtual Machine, il y a un smart contract. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait ici les smart contracts qui étaient stockés sur l'Ethereum Virtual Machine. Et il y en a un qui est assez gros et qui est consacré bien sûr au ZK Rollup et qui va permettre tout simplement aux personnes de passer sur un réseau qui est de seconde couche, qu'on appelle de seconde couche, qui n'est pas directement sur le réseau d'Ether, qui est ce qu'on appelle offline. C'est vraiment hors du réseau d'Ether. Alors, pour vous donner des exemples de blockchains qui sont en ZK Rollup, il y a Optimism et Loopring. Voilà, donc ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez tout simplement aller sur CoinGecko. On a le token OP de Optimism, plus 40% ici, en 24 heures, et Loopring LRC, voilà, j'avais oublié le nom, qui est plus capitalisé d'ailleurs, 10% ici, en 24 heures. Mais bon, peu importe, c'était juste par curiosité, ça n'a vraiment aucune importance ici. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous êtes sur le réseau qui est hors chain, qui n'est pas sur le blockchain d'Ethereum, et toutes les transactions qui sont effectuées finalement vont être compressées grâce à un arbre de Merkle, de la même façon, et derrière cet arbre de Merkle va vous donner un code de la même façon qui va s'appeler un rollup, et ça va repasser sur le réseau on-chain, sur le vrai réseau d'Ether, tout simplement grâce au smart contract qui gère les rollups. Et le fait d'intégrer dans la blockchain d'Ether simplement un code, plutôt que l'ensemble des transactions qui ont été effectuées et qui sont tous réunis dans ce code, qui est donc le rollup, permet de désengorger le réseau d'Ethereum et donc de le rendre plus scalable, et également pour les utilisateurs tout simplement des secondes couches d'avoir des frais de transaction beaucoup plus faibles tout en restant sur la blockchain d'Ether, puisque à la fin notre transaction sera stockée sur la blockchain d'Ether, puisque on a vu ici qu'à chaque fois ça partait off-chain pour revenir on-chain par la suite. Vous avez compris le principe. Donc il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur le ZK Rollup, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, j'ai pas le temps. On va du coup parler de cette news. Donc l'idée, ça serait que il va y avoir un de ces trois acteurs qui en premier sortira justement l'Ethereum Virtual Machine compatible ZK Rollup, c'est-à-dire que l'on pourra créer, ou même on va dire plutôt transférer des smart contracts qui sont aujourd'hui sur la blockchain d'Ethereum, qui coûte très très cher. Vous avez plein de jeux, plein d'applications finalement qui sont encore sur la blockchain d'Ethereum et qui coûtent assez cher en frais, et c'est assez embêtant puisque lorsqu'on joue par exemple à un jeu sur la blockchain, on n'a pas envie à chaque fois que l'on effectue une action de payer $50 de frais. Alors en ce moment les frais sur Ether sont plutôt à $2, mais lorsqu'on était en bull market on était plutôt sur les 40, 30 et $50. Donc oui, certes les frais sont moins élevés aujourd'hui, mais $2 ça reste encore beaucoup, et l'idéal ça serait d'avoir des frais équivalents à moins de 10 centimes, je dirais, même moins d'1 centime, pour que ça reste facile à utiliser, que les smart contracts soient vraiment accessibles au grand public. Alors vous allez me dire, oui, mais bien sûr, il y a des smart contracts, il y a des applications où les frais sont pas chers, vous allez sur la blockchain de Polygon, de la Binance Smart Chain, de Solana, etc. Donc oui, c'est vrai, mais c'est pas la blockchain d'Ethereum finalement. Ça reste d'autres blockchains qui ont des caractéristiques différentes. Mais il y a beaucoup de apps qui ont choisi d'être sur la blockchain d'Ethereum pour certaines raisons qui leur appartiennent. Et c'est vrai que toutes ces 10 apps qui existent déjà et qui sont sur la blockchain d'Ethereum,
Et il y en a beaucoup parce qu'on parle ici du plus gros finalement réseau au niveau de, voilà, des TVL en décentralisé. Donc on est vraiment sur le plus gros réseau de DeFi, hein, c'est le réseau d'Ether. Je ne sais pas combien d'argent sont bloqués sur le réseau d'Ether, mais peut-être 15 fois plus que sur la deuxième plus grosse crypto. Faudrait regarder sur Defilama, mais je vais pas le faire maintenant. Donc si demain toutes les 10 apps qui sont sur le réseau d'Ether peuvent de façon très très simple en fait transférer leur smart contract et migrer sur un EVM, sur une deuxième couche avec un EVM compatible ZK Rollup, bah c'est juste tout bénef parce qu'ils restent directement sur la blockchain d'Ether, hein. Ça va partir off-chain, les transactions pour réintégrer on-chain comme on a vu tout à l'heure avec les ZK Rollup, mais tout simplement si on a cet outil qui est disponible, c'est juste parfait pour ces personnes-là et c'est ce que est en train de développer Polygon et les deux autres sociétés, les deux autres acteurs dont je vous parlais, et ça devrait arriver d'ici fin 2022, voire début 2023. La vraie question est, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'ils vont réussir à sortir un produit qui va être très simple à utiliser, où les développeurs auront juste besoin de mettre le smart contract d'un endroit à un autre, et c'est fini, ça fonctionne, ou est-ce qu'il va y avoir des bugs, est-ce qu'il va falloir coder à nouveau, est-ce que voilà. En fonction de ça, ça va être plus ou moins évident, facile à faire, et si c'est trop compliqué, personne ne le fera. Si c'est super simple à faire, tout le monde le fera, et là on entrera probablement dans une phase où l'adoption de la DeFi sera encore plus simple et donc on pourra espérer encore plus d'argent qui rentre dans ce système financier de finances décentralisé. J'en ai fini avec ces news, on va pouvoir passer maintenant l'introduction. Alors vraiment, j'ai beaucoup plus parlé que ce que je pensais. Je voulais introduire justement dans cette émission la partie blockchain. La prochaine fois, j'essaierai de le faire en parlant beaucoup moins. J'aimerais bien ne pas dépasser les 5 minutes pour pouvoir enchaîner avec les analyses. Mais c'est pas grave, hein, ça me permet de m'entraîner. Je vais pas tout refaire parce que j'ai beaucoup trop parlé. Je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir parlé de tout ça. Donc je vais enchaîner avec l'introduction. Moi, je vous dis à tout de suite et on va enchaîner avec les analyses qui du coup seront plus courtes, mais c'est comme ça. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, et je vous dis à tout de suite. Alors le Bitcoin, pour commencer, on voit qu'on revient dans cette zone de rechargement long terme que j'ai dessinée ici à l'écran avec ce rectangle jaune. On voit qu'on est vraiment venu chercher la borne basse qui représente les 78,6. Alors, si vous voulez que je vous remette rapidement cette zone de rechargement, eh bien, tout simplement, j'ai pris un Fibo qui récupère le point bas ici de mars 2020 avec ce point haut ici en novembre 2021. Et on observe ici que voilà, tout simplement, eh bien, on a retracé 78,6% du mouvement de façon très précise, hein. Regardez avec cette mèche, c'est très précis. Et si on zoome ici en daily, comme je viens de le faire juste avant, on observe qu'on a vraiment touché ces 78,6 pour essayer en tout cas de construire un bottom ou pour rebondir sur ce niveau-là. Et pour l'instant, c'est plutôt un succès puisqu'on voit qu'on fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de moins en moins bas, et qu'on pourrait, a priori, sans problème, revenir sur les 61,8, donc au niveau de la zone de rechargement, sur le haut de la zone de rechargement. Ça représente en plus de ça cette zone où le Bitcoin a quand même pas mal de travaillé. Également cette zone sur laquelle le Bitcoin avait touché des points bas ici au mois de janvier 2021, également juillet 2021. Donc effectivement, un retour du Bitcoin sur les 29 000 semble carrément envisageable, on va dire, et ça pourrait amener les altcoins sur des niveaux également supérieurs. Malgré tout, attention, on peut également faire un nouveau bottom, il faut se sécuriser. On a vu ensemble que l'altcoin dominance, donc on a des altcoins qui se comportent très très bien, donc par rapport au Bitcoin, hein. Ici regardez, qui surperforme le Bitcoin, et donc qui surperforme également par rapport au dollar, puisque on a un Bitcoin qui grimpe depuis quelques semaines, on l'a vu. Donc c'est une affaire à suivre, et si le Bitcoin devait rejoindre les 30 000 $, on pourrait sans problème imaginer qu'au niveau de l'altcoin dominance, on puisse, regardez ici, remonter par exemple vers les 78,6. Ici donc sur le haut de cette zone de rechargement que nous sommes en train d'intégrer. Donc attention, nous sommes plutôt sur un point de résistance malgré tout. Mais si on devait faire ce petit calcul rapide, donc on prend les niveaux actuels, on voit que les altcoins pourraient prendre jusqu'à 6% par rapport au Bitcoin. Et le Bitcoin pourrait lui, comme on l'a dit, prendre environ ici, regardez, 25% s'il devait revenir sur ce niveau des 28 000 à 30 000 $. Donc si oui, on a un Bitcoin qui prend 25% et des altcoins 6% par rapport au Bitcoin, on pourrait avoir des altcoins qui performent à hauteur de 35%, pourquoi pas, voire peut-être même 40% pour certains d'entre eux. Par contre, attention, c'est vrai qu'on a cette ligne des 12 000 qui est toujours atteignable et qui représente une zone de travail assez importante. Et si le Bitcoin devait retourner dans cette zone de travail et même casser ce niveau-là, hein, qui est donc le plus bas aujourd'hui atteint à 17 800 $ ici pour ce cycle, hein, et bien à ce moment-là, on pourrait revenir sur cette ligne. On voit que là, on est en train de construire sur du court terme quelque chose d'assez encourageant. Donc c'est pas
forcément le scénario à privilégier là dans l'immédiat pour l'instant. Donc ça c'était la petite analyse du Bitcoin. On peut également regarder le SP500, donc on a un Bitcoin qui se comporte bien, c'est une bonne chose. Le SP500, bah regardez, il fait quelque chose d'à peu près similaire. Donc ici, ouais, j'ai pas toutes les bougies, c'est moins propre, mais c'est pas grave, on va se mettre... bon, on reste en daily, on voit que de la même façon, on a... comme le Bitcoin, quelque chose qui fait des plus hauts de plus en plus haut, etc. On revient sur un niveau quand même de résistance assez important. Pourquoi ? Parce qu'on a cette diagonale qu'on peut tracer, d'ailleurs que là, qui est en pointillé, que je vais remettre en ligne, tout simplement qui vient chercher le cours ici, ici, également ici, vous voyez, ici et là on est dessus également, un petit peu plus haut, comme c'était le cas ici en mai 2022. Donc oui, on est sur un point de résistance également. Donc en fait, j'ai beau vous dire tout ce que je vous dis, il faut quand même noter que là on est sur des points plutôt de résistance. Donc ça peut être bien de prendre des paliers de revente pour se sécuriser. Pourquoi pas pour ceux qui souhaitent revendre, hein, ceux qui veulent garder des cryptos pour du long terme, faut absolument pas revendre. Mais pour ceux qui souhaitent se sécuriser, on est plutôt sur des niveaux où voilà, on a des bougies vertes, on est dans un contexte assez positif. On peut prendre peut-être 10%, 15%, se sécuriser un petit peu, ça peut être raisonnable, on est quand même sur un point de résistance. Malgré tout, il y a encore des possibilités ou des opportunités de hausse possibles, puisqu'on a également cette ligne qui reprend ce sommet et ce sommet. On voit que le SP500 pourrait continuer à grimper et que donc le Bitcoin pourrait faire de même, puisqu'on l'observe quand même depuis un petit moment, ils sont relativement corrélés. Voilà, donc c'était la petite aparté avec l'indice le plus populaire du monde qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. Et on va enchaîner maintenant avec quelques altcoins, on va en regarder quelques-unes, certaines se comportent plutôt pas mal. Je commence avec LRC. Ici, on le regarde par rapport au Bitcoin, attention, pas par rapport au dollar, on le fera juste après, pour la même crypto-monnaie. Donc on va se mettre en weekly, on observe que LRC a eu une poussée phénoménale ici, c'était donc au mois d'octobre 2021. Ici, vous voyez, c'est un token qui à l'espace de 2 semaines a pris à peu près 800% par rapport au Bitcoin. C'était au mois de novembre. Donc le Bitcoin également était sur un sommet. Donc on avait un RLC qui était probablement très très haut par rapport au dollar à ce moment-là, mais ça n'a pas duré longtemps, on a directement réintégré des niveaux plus bas, puisqu'on entre a priori dans un marché baissier désormais, mais on voit quand même qu'on ne revient pas aussi bas que ce qu'on était en octobre 2021, donc c'est plutôt une crypto-monnaie qui se porte bien, et en plus c'est lié au ZK Rollup dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est plutôt une bonne chose, je pense que ça a de l'avenir, et c'est pour ça que j'en ai dans mon portefeuille du LRC. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un retracement assez important par rapport au Bitcoin. Si on prend vraiment le sommet, on est à moins 72%. Donc c'est quand même beaucoup. Je pense que par rapport au dollar, ça doit être moins que du moins 85 à moins 90. On regardera juste après. Si on prend vraiment le point bas et le sommet ici, et qu'on observe la zone dans laquelle nous nous trouvons, et bien clairement on observe que nous sommes dans la zone tout simplement de rechargement. Alors nous l'avons même dépassé par le bas ici. On voit que de façon très précise, cette mèche a touché les 0,854. Derrière, là, on réintègre la zone de rechargement, mais vraiment aucun signal bullish là sur LRC par rapport au Bitcoin. On fait des plus bas de plus en plus bas. Il faudrait attendre quelque chose, au moins une construction assez propre se dessiner avant d'investir. Pourquoi pas ici avec un W qui pourrait se profiler, ou alors simplement faire du DCA pour acheter petit à petit sur ces prix qui sont tout de même vraiment intéressants, même si aucune structure bullish se dessine aujourd'hui à l'écran. On pourrait essayer de se mettre certains niveaux de support. Par exemple, on voit que le cours a quand même beaucoup travaillé dans cette zone. Regardez, je ne l'invente pas. Si je l'étends même jusqu'ici, on observe que ici, entre le mois de août 2018 et ici le mois d'avril 2019, on avait quand même un token qui travaillait dans cette zone. Également ici, entre le mois de juin et le mois de novembre 2021. Donc c'est une zone qui a été très travaillée. Donc c'est une zone où le cours est susceptible de s'arrêter. On l'a réintégré rapidement pour quasiment en ressortir aujourd'hui de cette zone. On est vraiment sur la borne haute de cette zone et il faut essayer d'identifier, donc là quand on veut faire un travail pour essayer d'identifier des paliers d'achat, on peut très bien, là je suis en weekly mais par exemple se mettre en daily, on va zoomer un peu ici, essayer d'identifier les niveaux, on peut essayer de faire des lignes sur les niveaux où voilà, le cours a énormément travaillé, donc c'est compliqué ici de le faire, on voit que là on a eu pas mal de travail. Vraiment, je pense que là où il y a le volume profile d'ailleurs, vous pouvez directement mettre un volume profile, ça vous aidera peut-être plus visible, on va mettre, voilà, donc ici, je vais, alors là c'est là où ça va pas, je fais les manips en même temps, je devrais pas, et je vais mettre un gros chiffre ici, par exemple, on va voir, je vais mettre 100, voilà, donc je fais OK,
Et vous voyez que l'endroit où le cours a le plus travaillé finalement dans cette zone visible de prix, c'est la ligne, alors ça dépend où est-ce que je me positionne, hein, mais c'est la ligne rouge qui d'ailleurs maintenant se confond, voilà, qui est un petit peu plus basse que la ligne blanche que j'avais dessinée juste avant. Donc clairement, cet outil, cet indicateur qui est donc, vous marquez ici volume profile, vous allez dans la gamme visible, vous donne vraiment les endroits où le cours a le plus travaillé. Ça peut vous donner des niveaux de support pertinents ou même des niveaux de résistance en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Donc cette ligne-ci pourrait être pourquoi pas pertinente aux alentours des 924 Satoshi, mais ça ferait quand même une baisse par rapport au niveau actuel assez conséquente, encore de 50%. Donc c'est pas sûr du tout qu'on ne l'atteigne, mais ça permet également de se mettre des ordres et ça pourrait être par exemple votre palier ultime d'achat le plus bas sur ce token en fonction des différents paliers que vous mettriez. Donc ça c'était pour LRC par rapport au Bitcoin. Si on le regarde par rapport au dollar, on a eu une chute assez conséquente puisque le token est passé de 3,92$ à ici approximativement 40 centimes. Si je dézoome avec un graphique en weekly et qu'on positionne un Fibo, on observe qu'on a retracé 90% environ par rapport à la hausse précédente. Et si on regarde simplement la performance, on a moins 89. Voilà. Donc ça prouve à quel point la hausse a été fulgurante. Si sur le Fibo et sur également le pourcentage de retracement, vous avez un chiffre similaire, donc ici 90%, c'est que réellement la hausse a été vraiment énorme. C'est assez logique, ça veut dire que c'est comme si on était passé de 0 à 100 quasiment ici sur cette poussée. Puisque ici le token valait 2 centimes, et donc il est passé à 4 dollars. Vous imaginez bien un peu le truc. Donc est-ce que c'est intéressant d'investir ? En fait, en réalité, personnellement, je pense que oui, par rapport à ce que ce projet pourrait apporter à l'écosystème. Après, par rapport au graphique en lui-même, non, il n'y a vraiment rien d'intéressant. On est vraiment sur un plus bas, pas de structure, un désintérêt en ce moment. Donc oui, le désintérêt signifie que potentiellement on peut investir. Malgré tout, si vous aimez attendre des signaux, ici, il n'y en a pas encore vraiment. Il y en a un léger, on voit qu'on a sur du très court terme dessiné un W pour retracer à nouveau sur la zone basse. Donc en fait, on est plutôt sur un range et pas de signal vraiment d'achat sur Loopring. Mais pour un investissement par palier ou pour un investissement long terme, je pense que les 40 centimes sont un prix tout à fait raisonnable et je ne suis pas sûr qu'on revienne à 2 centimes un de ces jours. Donc pourquoi attendre des niveaux plus bas ? On pourrait également se tracer une ligne comme celle-ci et on observe également que c'est une ligne qui a été travaillée à de nombreuses reprises et nous sommes encore actuellement dessus. On peut la percer par le bas, bien entendu, il faut s'attendre à toutes les éventualités, mais malgré tout, nous sommes plutôt sur un point de support plutôt qu'une résistance ici sur Loopring. On va aller voir maintenant rapidement la crypto-monnaie OP, qui est la seconde crypto-monnaie de roll-up dont je parlais tout à l'heure, de Optimism. Donc on va aller voir directement son graphique ici par rapport on est au dollar ici par rapport au dollar. Voilà, on a eu ces derniers jours une très très grosse performance qui s'est opérée. Nous étions au mois de juillet 2022 ici, donc c'est-à-dire ce mois-ci en fait, le 14 juillet ici par exemple. Et regardez, on a eu une performance d'approximativement 186%. Donc on est sur une vraie phase haussière sur ce token. Donc il y a certaines crypto-monnaies qui performent en ce moment. Et ça, c'en est réellement une qui marche très très fort. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment d'en acheter ? Probablement pas, on n'achète pas une crypto-monnaie après qu'elle ait fait 200%, il faut essayer de l'acheter avant. Donc c'est probablement pas un bon investissement, en tout cas c'est pas un investissement bien réfléchi, même si vous pouvez encore doubler votre investissement, qui sait, peut-être que demain on aura une bougie verte assez importante, mais vous avez un risque important également de voir une chute se produire après une telle performance. On revient en plus sur, regardez les prix en tout cas du listing ici, je suis sur la plateforme Coinbase, qui se situait ici aux alentours des 1,17$, c'était le 1er juin. Donc attention à ça, ça peut faire office de résistance également. Donc oui, je pense que cette crypto-monnaie a de l'avenir, que son prix pourrait encore exploser, que peut-être un jour il vaudra 10$, je n'en sais rien. Mais par contre, je n'en achèterai pas dans le contexte actuel où on a 186% de performance. Il y a un véhicule qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez à l'extérieur, un camion pompier. Beaucoup de feu en ce moment, 2 camions pompiers, 3... Ah oui, il y a beaucoup de camions pompiers là qui passent. Peut-être un feu à côté de chez moi. Bref, je disais que c'est sûrement une crypto-monnaie qui a un avenir radieux, mais en revanche, c'est vrai que les prix actuels sont pas forcément intéressants après une telle performance. Il vaut mieux attendre un retracement qui, s'il n'a pas lieu, eh bien, tant pis, ce sera pas une crypto-monnaie qui fera partie de mon portefeuille. Parce que Loopring, autant j'en ai, autant celle-ci, je n'en ai pas. Voyons, on fait pas toujours les bons choix d'ailleurs, mais je suis sûr que le tour de Loopring viendra un jour. On va aller voir d'autres crypto-monnaies. On va continuer avec Avax. Ici, par rapport au dollar, si je dézoome en weekly,
On a quelque chose qui est passé quand même, ici, d'approximativement 3-4$ à 145$ pendant ce bull run et qui revient sur des niveaux extrêmement faibles puisqu'on est revenu chercher les 13$. Si on regarde un peu le Fibonacci, tout simplement de retracement, on voit qu'on a retracé 90%, de façon assez précise, 90% du mouvement précédent. La zone de rechargement se situait plus haut, et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que généralement par rapport au dollar, on vient retracer régulièrement, c'est ce que l'on constate entre chaque bull run, les 85 à 90%, alors que quand on les regarde par rapport au Bitcoin, généralement on aime bien réintégrer la zone de rechargement. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour AVAX, mais en tout cas on va pouvoir le vérifier. Je prends le bottom, le sommet, ici, voilà, vous voyez, on est dans la zone de rechargement, on a touché le bas de la zone de rechargement. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça veut simplement dire en fait que oui, on a des altcoins qui retracent énormément par rapport au Bitcoin. Et en fait, le graphique qui est le plus pertinent à regarder et qui nous donne les meilleures localisations, c'est le graphique par rapport au Bitcoin. Puisqu'on vient réintégrer une zone de rechargement, et comme son nom l'indique, c'est une zone où on est censé recharger et où le marché peut ensuite se retourner. Par rapport au dollar, on constate que souvent, on vient chercher des zones inférieures, les 85,4, les 90. Et donc c'est pour ça que j'adore regarder les graphiques des crypto-monnaies par rapport au Bitcoin. On m'a beaucoup posé cette question dans les commentaires depuis que j'ai créé la chaîne. Pourquoi tu regardes toujours les cryptos par rapport au Bitcoin? Eh bien c'est ça la raison, c'est que généralement on a des niveaux plus intéressants et plus logiques au niveau des Fibos. Et ça permet plus facilement d'identifier en tout cas, pourquoi pas, des bottoms. On va terminer cette émission avec une dernière crypto-monnaie, il s'agit de IOTA. Donc IOTA... On a un graphique ici, donc par rapport au dollar pour commencer, on pourra éventuellement jeter un œil par rapport au Bitcoin. Ici, on a retracé 90%. Donc peut-être que nous sommes d'ailleurs revenus juste dans la zone de rechargement par rapport au Bitcoin. On essaiera de le regarder juste après. On a touché un prix quand même des 2,70$ pour revenir assez rapidement ici sur les 30 centimes. Et ce qui est intéressant sur IOTA, enfin en tout cas ce qui est sûr avec IOTA, c'est que c'est un projet qui m'intéresse énormément. Et ce qui est intéressant, c'est que ça existe depuis très longtemps également. Et que a priori, la plupart des tokens ont été émis. On peut le vérifier sur CoinGecko, que donc son inflation est a priori minime. Je vais quand même jeter un œil. Voilà, tous les tokens sont là, sont disponibles sur le marché, et donc son inflation est maintenant désormais très limitée. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Si on regarde le graphique, vraiment on voit qu'on réintègre cette zone. Je pensais qu'on aurait pu, pourquoi pas, s'arrêter avant de la réintégrer, mais c'est pas le cas. Peut-être que d'ailleurs c'est le cas par rapport au Bitcoin également. On verra ça. On est vraiment au milieu. Le point bas de cette zone se situe aux alentours des 8 centimes. Est-ce que IOTA peut y revenir? Peut-être. Ici, regardez, ça s'est passé le 9 mars 2020 lors du crash Covid. On n'y est vraiment plus très loin en fait. Et le haut de cette zone se matérialise à 48 sur les 48 centimes. Donc ce qu'on aimerait voir pour avoir un signal d'achat sur IOTA, c'est pourquoi pas un W, une structure se produire et une cassure de ce niveau des 50 centimes pourrait être assez bullish, mais attention à ce niveau de résistance assez fort ici, qu'il faudra bien sûr percer avant de retrouver des sommets, mais on peut espérer vraiment tout ça que lorsqu'on aura une nouvelle phase haussière dans le secteur des crypto-monnaies, parce qu'elles sont quand même plus ou moins toutes corrélées les unes avec les autres, sauf quelques exceptions comme OP qu'on a regardé tout à l'heure par exemple. Si on regarde IOTA maintenant, par rapport au Bitcoin, tac, je vais dessus, tac, je zoome un petit peu. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose, vraiment son euphorie était en 2018 et là on est plutôt sur quelque chose qui s'écrase 2021, 2020. En fait, on est sur un vieux range sur IOTA depuis ici le mois de juillet 2019 et on n'a pas eu de vraie performance haussière en fait. On le constate en tout cas par rapport au Bitcoin ici. Si on regarde les pourcentages, évidemment que ça va être important, 300-400% quand même, mais par rapport au graphique en général, on observe qu'on est plutôt sur un vieux range ici qui dure depuis très longtemps sur IOTA. Donc est-ce qu'un jour cette crypto-monnaie peut vraiment aller chercher des sommets? J'en sais rien, mais si ça arrive, on pourra vraiment espérer des prix assez élevés sur ce token, sur cet écosystème d'ailleurs qui, selon moi, est un avenir. Je vous invite à aller voir, si vous ne connaissez pas encore, iota.org, allez sur le site web et vous renseigner sur cette crypto-monnaie et ce projet. Donc si je récupère la hausse, on peut estimer que ça c'est notre hausse de notre bull run, tout simplement, on voit que l'on a retracé également plus que 90%, donc ce que je disais tout à l'heure n'est pas vérifié avec IOTA en tout cas.
Ici, par rapport au Bitcoin, on est plutôt sur des niveaux de support. On peut se mettre des diagonales comme celle-ci, par exemple, qui touchent le cours à de nombreuses reprises. Et puis, essayer de se dire que voilà, peut-être que là, on pourrait dessiner un W. Et si on a des confirmations, on peut toujours essayer de jouer sur IOTA, un retour sur cette ligne haute qui pourrait intervenir assez facilement lorsqu'on voit les anciennes bougies. Mais après, je vous parlais d'inflation. Il est possible qu'ici, énormément de tokens étaient encore à émettre, que l'euphorie était également extrême et que peut-être qu'aujourd'hui, on ne verra plus jamais finalement un IOTA qui monte aussi haut par rapport au Bitcoin, puisque ça ferait quand même des performances assez intéressantes, assez incroyables, qui a priori, je pense, au vu du contexte et surtout de la capitalisation de IOTA, puisqu'on est sur une crypto-monnaie classée 62e avec une capitalisation de 824 millions de dollars, eh bien ça devrait probablement pas arriver. Voilà, 3000% sur IOTA, ça semble quand même assez improbable. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!